Et pour clôturer cette dernière table ronde, Marcella Moussi. C'est moi. Qui est philosophe, psychanalyste et ingénieur des techniques industrielles. Oui, ça fait un paquet aussi. Mais c'est bien, oui. C'est riche. C'est riche. Et qui va nous parler plutôt autour des projets d'avenir, mais surtout des moments de vie. Et que peut le design pour ces moments de vie et surtout quelle place a la différence et qu'est-ce qu'on lui donne aujourd'hui comme place. D'accord. Enfin, c'est un grand programme aussi. Un grand programme. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être resté. Je sais que vous avez eu une longue journée. Je passe en dernier. Vous êtes courageuse. Et j'ai dit « jeuse » parce que vous êtes en grande partie de femmes. Donc, je me permets de mettre le pluriel au féminin, si vous me permettez. Tout à fait. Et j'aimerais aussi vous dire que ces projets d'avenir, c'est avant tout des projets féminins, parce que c'est pas pour rien que nous sommes ici en majorité des femmes. Donc, je ne vais pas faire ma féministe à 2 balles, c'est pas ça. Mais vous savez de quoi je parle, c'est difficile d'être là et de tenir ces projets et ces rêves avec force quand on se retrouve dans des contextes sociopolitiques, économiques, culturels qui parfois sont très déroutants. Donc merci d'être resté pour la journée et merci de tenir vos rêves parce que c'est de ça dont ça parle quand on parle d'inclusion. Alors moi je suis un drôle d'oiseau aussi, c'est-à-dire que si on veut parler d'inclusion, il faut d'abord dire que l'inclusion n'est pas un simple concept, c'est un devenir. Donc moi, comme vous, j'ai choisi un métier, voulais être ingénieur, j'ai travaillé des longues années dans l'automobile, et puis à un moment donné, j'ai décidé que je voulais faire de la philo, et personne n'a compris. Et personne n'a compris pourquoi j'allais faire ça, et puis je suis devenue psychanalyste, et personne n'a compris non plus, et puis plus j'ai essayé de comprendre, moi-même je ne comprenais pas. Et en fait, c'est là où quelque chose de très pragmatique m'est paru, c'est qu'on ne peut pas faire de sa vie juste un projet figé, il faut avancer avec la capacité de se transformer. Et je pense que ces métamorphoses dont on parle, qui sont difficiles parfois à expliquer, à nommer, complexes, comme disait le philosophe, et comme on dit tous les collègues, elles sont avant tout très personnelles. Donc on ne peut pas faire quoi que ce soit si on ne fait pas de ça un projet personnel. Et c'est comme ça que je vais vous parler d'un projet, un exemple à la fois personnel et professionnel, qui est l'exposition Fair Play, qui vient de se terminer, qui était une exposition sur le design et les métiers d'art, quel est leur rôle dans les questions d'inclusion. Alors, inclusion, c'est un thème qu'on a déjà tous vu 50 fois. On en a parlé, accessibilité, à faire des rampes pour passer les chaises, donner des perspectives pour ces autres qui sont là et qui ne sont pas comme nous. Et parfois, on a l'impression d'être à nouveau confronté à des thématiques qui sont en fait déroutantes parce qu'on se dit tout est tellement figé. Est-ce qu'ici, dans cette salle, aurait pu passer quelqu'un avec un fauteuil? C'est pas sûr. Et pourtant, on est tout le temps confronté à cette question de comment rendre ce monde plus apte à recevoir des diversités. Et en fait, donc moi j'étais commissaire de cette exposition avec Antoine Fenolio, qui est cofondateur des Sismo, une agence de design qui travaille un concept particulier de design qui est Design with Care. Vous pouvez chercher sur Internet si ça vous intéresse plus tard. Et qui est un concept qui cherche à lier le design et l'éthique. Et c'est comme ça qu'on a fini par se rencontrer dans cette idée que la conception pourrait trouver un parti pris qui ne serait pas celui d'utilité, mais celui de soin. Et donc, j'ai fait le chemin inverse un peu de Valentin, c'est-à-dire que je vous présente l'expo qui nous a été commandée, et je vais vous montrer comment cette expo nous a permis de découvrir une patate. Alors que lui, il est parti de patate qu'il a fini par exposer. Donc, c'est un peu le chemin inverse. Alors, pour faire cette expo, nous, on s'est creusé la tête en se disant comment nous, d'une perspective réflexive, d'écoute
et de design, d'esthétique, comment on pourrait proposer une exposition qui permette de faire réarmer l'inclusion, c'est-à-dire, dans des termes très brésiliens, je suis brésilienne, j'ai oublié de dire ça, laver le mot. Nous, les Brésiliens, on est très superstitieux, parce qu'on est peuplé de plein de religions très différentes, avec des croyances très multiples. On a encore d'autochtones, si on veut bien le préserver. Et donc, on parle souvent de laver le vocabulaire, c'est-à-dire prendre des mots qui sont un peu délaissés, parfois salis par l'usage, et les laver. Et donc, nous, on a trouvé intéressant de laver ces mots, l'inclusion, pour retrouver un sens actif, et pas un sens juste, on va dire, banal. Et donc, pour laver l'inclusion, on s'est dit que ce serait intéressant de croiser une perspective qui est propre au design, c'est la manière de faire, qui est celle des méthodes propres du design, qui commence par l'observation du terrain, l'immersion ethnographique, la co-création, après, en faisant une interaction avec ceux qui sont déjà là, et qui, petit à petit, on apprend à devenir un peu aussi. Dans les terrains, à un moment donné, on ne sait jamais trop qui est le designer et qui est la personne du terrain, parce qu'il y a un tel mélange qui nous permet petit à petit de nous retrouver en résonance. Et donc cette résonance qui est propre au design, mais qui est aussi propre à l'humain. Donc l'expérimentation avec cette possibilité de bricolage, d'erreur, de découverte, la documentation avec aussi une perspective de rigueur, c'est-à-dire ce qu'on découvre, on documente. On documente pour que les suivants et ceux d'après puissent de fait pouvoir continuer ou apprendre avec ce qui a été fait. Et au final, le partage, qui est celui des compagnons artisans, mais c'est aussi celui aussi de tout corps de métier qui cherche à s'aider en fait. Et d'ailleurs aujourd'hui, tout à l'heure, Sophie Penn, elle est venue me voir, elle dit peut-être qu'on n'aura pas assez de temps, mais on sera avec toi jusqu'au bout. Et être avec l'autre jusqu'au bout, c'est un mode de compagnonnage. Et vous savez, là, quand je vous parle, pour terminer cette intervention de la journée, vous me donnez presque bien plus que je vous donne, parce que vous êtes là. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans cette manière de faire, mais qui ne peut pas vraiment arriver à laver les mots, à donner un sens actif, si elle n'est pas composée d'un parti pris. Et peut-être que là où il y a quelque chose que nous pouvons apprendre qui est très fort de l'interaction du design et d'une position éthique, c'est que le parti pris, c'est une manière d'être qui ne fera pas toujours plaisir, qui ne fera pas toujours raccord, et c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être d'accord, mais on se reconnaît chacun. C'est comme un copain qu'on dit, on le connaît, il est comme ça. La manière d'être, c'est le parti pris singulier de chacun. Parfois résonne avec d'autres, parfois pas, mais ce qui fait de ce que vous êtes chacun singulier. Et donc il faut choisir son parti pris, et il faut qu'il soit toujours là, même si tout le monde est contre vous. Et ça, pour moi, c'est une position qui marque un style. Et donc, dans cette manière d'être, moi, je participe, ce qui me convient et qui m'a fait rapprocher du design with care, c'est les éthiques du soin, qui ont été formulées par plusieurs philosophes, dont une d'entre elles que vous connaissez peut-être, c'est Joan Tronto, politologue américaine, qui va parler en fait des 4 principes éthiques du soin, ceux qu'on retrouve dans tout métier qui promeut le soin. Donc, se soucier d'eux, qui est la capacité d'identifier une vulnérabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est mu par l'éthique du care, il ne va pas agir sans avoir identifié une vulnérabilité. C'est-à-dire que l'utilité d'une action qui rentre dans cette manière d'être, elle est mobilisée par l'intention d'identifier et se charger d'une vulnérabilité. Donc, se charger d'une vulnérabilité, c'est aussi prendre la responsabilité d'y répondre, c'est-à-dire de retrouver dans cette fragilité, que ce soit du corps, que
que ce soit de la une fragilité politique, sociale, économique, un mode de responsabilité d'y répondre. Puis, accorder le soin, c'est cette manière de rentrer par les méthodes cette démarche dans un modèle professionnel. Et finalement, recevoir le soin, qui n'est autre que de se dire que ce que nous, on arrive à guérir ou à quelque part à répondre et à cerner, c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous soigner nous-mêmes. On ne fait pas ça pour le bien de l'autre, on fait ça pour le bien, et il faut le dire, c'est pas eux, c'est nous. C'est nous. On le fait parce qu'on est parti pris dans le fait que si les choses, elles s'améliorent pour tout un chacun, si le monde est expansé, s'il y a des possibilités de rentrer des fauteuils dans cette salle, c'est nous qui sommes enrichis par la possibilité d'avoir plus de participation, plus de perspectives et plus de couleurs. Et donc, c'est nous, et pas eux et nous, et pas eux et moi, et pas tu et moi, c'est nous. Et c'est pour ça que je vous dis que vous soyez ici, c'est pour moi beaucoup plus riche que moi que vous parle, évidemment, parce que vous êtes bien plus nombreux. On est bien plus nombreux ensemble. Et puis, au final, quand on fait tourner, vous verrez à la patate à la fin, quand on fait tourner ces manières d'être avec ces manières de faire, on se retrouve avec une capacité de percevoir l'inclusion comme un levier d'expansion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on pense à l'identification de la vulnérabilité, la première chose qui est vulnérable, c'est le corps, c'est la personne. On ne peut pas parler de vulnérabilité et ni de contexte, et peut-être même pas des milieux, sans parler de qui parle, qui est cette personne, d'où elle vient, c'est quoi son corps, comment elle se sent dans son corps, comment elle se lève et elle se couche dans ce corps. Et puis une fois qu'on a parlé de la personne, on peut tourner autour d'un certain nombre d'autres choses qui la constituent. Sa santé, son handicap, ses maladies. Et donc là, par exemple, dans l'handicap, je vais donner quelques références parce que je ne voulais pas oublier, parce que j'ai eu des commandes de ça, on m'a dit, tu donnes une référence. Donc, quand on part de la personne, pour ceux qui s'intéressent à savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement en recherche à partir de la personne, vous le connaissez peut-être, mais je cite quand même. Il y a la philosophe Donna Haraway qui parle de savoir situer, qui pose une position épistémologique très importante pour dire comment la personne est source de savoir, comment elle s'inscrit scientifiquement. Et au lieu de dire non, non, c'est pas moi, c'est le collectif. Non, c'est d'abord chacun. Puis quand on parle de reconnaître sa position sociale, handicap, genre, âge, culture, alors là, on a une multitude de références, surtout dans la question du genre, dans de l'identité, des références très récentes. Et en fait, comment on choisit ? On choisit par rapport à ce que nous touche. On part de la personne et chaque personne va avoir une multitude de sujets autour de soi qui vont l'intéresser plus que d'autres. Preciado, il écrit sur la question du genre parce que ça le touche. Jenny Maurice travaille tout un courant du handicap féministe parce qu'elle est concernée. On ne peut pas aller chercher quelque chose qui nous ne touche pas. Si vous êtes inséré dans une recherche, dans un mode de faire que vous ne touche pas, courez loin, vous perdez votre temps. Il faut que les choses elles soient là où vous vous sentez vraiment concerné, quel que soit le métier que vous faites. Il faut le faire parce que vous êtes concerné. Et puis, petit à petit, quand on commence à rentrer dans cette mode passionnant, désirant de trouver l'inclusion là où ça nous touche, on va retrouver des problèmes de plus en plus complexes, mais de plus en plus clairs. C'est les questions de citoyenneté, de la précarité, des questions liées aussi à l'intégration de l'environnement, la pollution, l'eau, le changement climatique. On était la semaine dernière avec Antoine Fenolio en Hauts-de-France pour faire une conférence inaugurale sur la question des inondations. Ce sont des questions qui touchent les gens qui ont vécu les inondations. L'eau, pour eux, c'est devenu un signal de réveil social, économique et politique. Donc c'est un sujet qui les touche. Et au final, et je pense que c'est là qu'on peut
arriver à quelque chose qui nous permet d'expanser complètement la cosmologie de cette inclusion, c'est de se donner le droit de rêver. L'utopie et le rêve n'est pas juste un truc du cinéma qu'on nous infuse dans la tête. C'est la posture de chacun et sa capacité à créer sa manière de voir, mais pourquoi pas faire le monde un lieu où j'aimerais être autrement et avec d'autres. Donc cette capacité de sortir d'une vision humaine et penser comme des animaux, l'inorganique, le temps, je ne sais pas ce que vous botte, quoi. J'aimerais être un arbre, je ne sais rien. Ce rêve qui nous touche, qui est à chacun, mais qui est aussi le rêve qui nous constitue, qui nous donne une capacité d'expanser pour tous les autres. Et puis, donc j'avance ma patate. Ce que pour passer d'un niveau à l'autre, je fais très vite 3 exemples vraiment, il faut imaginer que chaque rebond entre celui qui vient de la personne à la société et puis à la cosmologie nous demande d'être passionné, désirant et se sentir touché, mais aussi de comprendre que ça va amener à des endroits inconnus et peut-être improbables. Donc par exemple, quand on pense à la question de la personne, il y a beaucoup, vous connaissez beaucoup de projets, j'imagine, qui travaillent l'inclusion par l'intermédiaire de l'adaptation. Ça, c'est un premier égard fondamental. Donc j'utilise ici l'exemple de Seb, qui s'est attaqué à la gamme de petit déjeuner. Alors, Seb s'attaque à la gamme des petits déjeuners en disant le petit déjeuner, par exemple le grille-pain, il n'est pas fait pour des personnes qui ont des difficultés d'handicap physique sur les mains ou de contraintes tactiles. Et donc il fait tout un travail pour faire parler la nécessité d'autres personnes pour améliorer la gamme de petits déjeuners. Mais qui d'entre nous n'est pas complètement affecté par un grille-pain qui a les entrées de la tartine trop étroites? Qui s'est jamais brûlé la main? Mais tout le monde. Qui n'a jamais perdu la pince à enlever la tartine? Tout le monde. Et donc, quand il y a un travail qui est fait pour améliorer la capacité d'usage de ces objets-là, on se rend compte à quel point ils sont contraignants pour tout le monde. Donc, il y a dans ces premiers regards quelque chose qui nous fait bénéficier à tous, mais qui part d'une intention de créer un objet plus expansif. Le deuxième point que vous voyez, c'est la joëlette, c'est l'inclusion, ce qu'on appelle par le partage. On appelle ça un regard cultivé. C'est cette idée que on peut dépasser l'adaptation des objets qui sont là pour travailler l'inclusion en pensant des nouveaux objets qui changent la règle du jeu complètement. Donc ce que vous voyez, c'est une joëlette, c'est un vélo pour faire de la randonnée en montagne avec une seule roue, 2 personnes mobiles et une personne qui n'a pas la capacité de mobilité ou en tout cas est mobilisée pour la balade. Et l'idée qu'il y a eu à Ferrol Matrat et qu'ils ont travaillé, c'est un artisan ferronnier qui est situé en Auvergne. Ils ont travaillé avec un chef randonneur qui avait un neveu qui ne pouvait pas faire des randonnées parce qu'il était polyhandicapé. Et l'idée de faire ce vélo comme ça, c'était de créer un moment de partage en montagne. Ce n'était pas une idée de créer un fauteuil roulant, mais de créer un fauteuil qui permettait de créer un nouveau sport, celui de la randonnée partagée. Et donc, ça nous fait questionner le temps de randonnée, l'espace de passage de ces véhicules, mais aussi qu'est-ce que c'est que de partir ensemble, de prendre la contrainte de la mobilité de façon partagée. Et pour finir, quand on parle de rêve, de nouvelle ontologie, d'aller vers quelque chose de plus intense, on peut prendre l'exemple de Thomas Thwaite, que vous connaissez peut-être, qui est un designer qui s'est décidé de prendre congé d'être humain. Franchement, qui n'a pas envie de prendre congé d'être humain quand on voit qu'est-ce que ça veut dire parfois être humain? Et il a fait un séjour dans la montagne, il a créé des prothèses pour mâcher comme des chèvres et pour sentir ce que ça veut dire d'être une chèvre. Et il a fait un recueil, un carnet d'anthropo, je ne sais même pas si on peut dire anthropo à ce moment-là, mais il a fait un carnet pour expliquer comment c'était ces journées, le temps passé avec les chèvres. Et puis pour questionner à partir de cette expérience, son expérience d'humain.
Donc ça nous apprend à chaque fois un peu plus sur chacun, sur la vie commune et sur les possibilités d'expansion. Donc ça, c'est la patate, qui n'est pas le premier objet fait par un designer, mais qui était un peu peut-être notre cartographie dynamique de l'inclusion, où nous avons essayé de rassembler notre manière de travailler et de penser cette partie pris, cette façon de faire du design et cette expansion de l'inclusion pour qu'elle ne soit plus un mot inutile dans le dictionnaire, mais une capacité active. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que depuis qu'on a découvert la patate, on fait des ateliers. Donc moi, si vos élèves, ceux qui sont ici, si vous voulez pratiquer la cartographie de l'inclusion avec vos élèves, n'hésitez pas à m'écrire, on peut vous expliquer comment ça marche. Et nous, on a tout intérêt à ce que cette patate, elle soit partagée, parce qu'en fait, quand elle est mise en pratique, cette patate, elle aide à faire sortir de nouveaux vocabulaires et à faire évoluer le métier parce qu'il est réfléchi autrement. Et surtout, je pense le plus important, trouver des issues. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marcella.